à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Les fonds Covid ont-ils été bien gérés? La question se pose dans plusieurs pays comme le Cameroun. Je pense que cet argent est venu pour un besoin nécessaire au profit de la population entière, compte tenu de cette pandémie. En Éthiopie, le café porte bien son nom d'Or-Brand. Il fait vivre plus de 15 millions de personnes et a acquis ses lettres de noblesse sur le marché international. Nous consommons à peu près 50% du café que nous produisons. Ce n'est pas le cas pour le Kenya, la Tanzanie ou l'Ouganda où l'on consomme surtout du thé. Miser sur le local et capter la population informelle, les assureurs africains se battent pour augmenter leur part de marché. Le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays est encore très faible. Il est entre 1 et 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières à assurer. Nous ouvrons cette édition sur une question délicate qui pose problème dans plusieurs pays. Les fonds destinés à lutter contre la pandémie du Covid-19 ont-ils été bien gérés ou y a-t-il eu du favoritisme, voire des détournements? De l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo, en passant par le Kenya ou l'Ouganda, plusieurs scandales ont été dévoilés. L'Union africaine et l'OMS ont exprimé leur indignation et la population devient beaucoup moins tolérante face aux soupçons de malversation. Notre journaliste Aboubacar Mounchili l'a constaté au Cameroun, un pays confronté à un véritable Covid-gate et où le Fonds monétaire international a demandé un audit. Regardez. Réseaux sociaux qui s'enflamment, la presse nationale qui trouve un sujet passionnant et qui fait vendre la fête du scandale financier présumé autour de la gestion des fonds du Covid-19 au Cameroun, baptisé Covid-Gate, agite l'opinion et divise même les populations qui, pour certaines, demandent des sanctions pour des coupables. Il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur le journaliste, je vous coupe. Il n'y a pas pourquoi on ne m'accuse pas moi ou vous-même. Je pense que cet argent est venu pour un besoin nécessaire au profit de la population entière, compte tenu de cette pandémie. Vous ne pouvez pas confondre l'argent qui est destiné à sauver des vies à vos poches. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre gorge. Si ces gars sont coupables, il faut qu'ils payent. Tout est parti du passage de certains membres du gouvernement et gestionnaires des fonds publics devant le tribunal spécial criminel pour audition et surtout de la publication dans les réseaux sociaux de la synthèse d'un document de la Chambre des comptes du Cameroun dans lequel il ressort des incohérences sur la bonne utilisation de 180 milliards de francs CFA au total dans plus d'une vingtaine de départements ministériels. L'institution publique chargée des comptes au Cameroun a été saisie par les hautes autorités du pays suite à une demande de lumière adressée au Cameroun comme aussi à d'autres pays par le FMI, le Fonds monétaire international, sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Lorsque la maladie arrive, tout le monde s'est dit qu'on était dans l'urgence. L'urgence d'acheter les cache-nez, d'acheter les tests, d'acheter ci ou ça. Et beaucoup de gestionnaires ont perdu de vue que c'était de l'argent public. D'autres avaient pensé que comme on était donc dans cette urgence de la maladie, les choses allaient passer tellement vite qu'on n'allait pas se rendre compte de tout ce qu'ils ont fait d'anormal avec cet argent. Mais mal leur en prend aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte que malgré la peur du Covid-19, il y en a quand même qui sont restés assez lucides. Lorsque le FMI vous donne ces 5 francs, je pense que par expérience, ils auraient dû s'attendre à ce qu'après ils rendent des comptes. Il n'y a pas qu'au Cameroun seul où il semble y avoir des problèmes avec ces fonds. De Nairobi au Kenya à Lagos au Nigeria voisin, en passant par l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la RDC par exemple, sur facturation et fraude, contrats fictifs ou passés sans respect des règles en la matière, détournement, achat de matériel hospitalier défectueux. La liste est longue. Le même scandale a ébranlé le quotidien et les enquêtes diligentées dans ces différents pays aussi. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la peau dure. La corruption a fait son lit tellement en Afrique que les gens sont capables de venir voler un cercueil dans un cimetière.
On est capable d'aller braquer des gens dans un hôpital pour leur faire les poches. Et c'est un peu dans cette situation, malheureusement, qu'on se retrouve, que les gens se soient permis de s'amuser avec un argent qui devait sauver des vies. Je ne pense pas qu'il y a un autre degré de cynisme que celui-là. En temps normal, on devait être au regret puisque l'Afrique ne fait que reculer en arrière par ses mauvais comportements. Bien gérer ces fonds dans un pays comme le Cameroun aurait pu aider énormément et changer peut-être la donne, soutiennent de nombreuses personnes. Il était question que nous fabriquons la chloroquine, mais on se rend compte qu'il y a une business qui est entrée, on fabrique ça à l'extérieur et on vient emballer ici au Cameroun. L'argent a été très mal géré. Parce que quand on dit coronavirus, on doit les familles concernées, surtout quand vous avez un patient vraiment touché, on doit vous assister avec cet argent-là, c'est à ça que ça sert. Corona n'a pas que des inconvénients. Si cet argent avait été bien géré, vous voyez par exemple qu'il a fallu mettre en place des centres spécialisés de prise en charge avec un équipement qui était assez spécifique parce qu'il fallait non seulement des lits, cela allait augmenter le nombre de lits dans nos hôpitaux. Cela allait aussi avec des bonbonnes d'oxygène, avec des kits d'oxygène qui auraient pu permettre à ce que, à la fin de la pandémie, que beaucoup de nos hôpitaux soient pourvus, n'est-ce pas, de ces équipements-là. Maintenant, les médicaments, par exemple l'azithromycine et tout le reste qu'on utilisait, le protocole, si cela avait été fait tel que les bailleurs l'avaient souhaité et que l'argent avait été effectivement destiné à ce pourquoi il a été donné, je pense qu'on aurait plus gagné au moment où Corona allait finir. Et pour parler de ce futur, éviter que pareil scandale ne se reproduise et quel que soit le domaine sur le continent, de nombreux acteurs, notamment ceux de la société civile, insistent sur la nécessité d'impliquer les populations sur la gestion de la chose publique. Nécessité également de sanctionner les indélicatesses, surtout de veiller sur le choix des hommes appelés à gérer les affaires publiques. Rappelons qu'au Cameroun, dans cette affaire de Covid-19, aucune charge n'a été encore retenue. Les audits se poursuivent, c'est donc une affaire à suivre. Et c'est l'heure des conséquences d'un deuxième coup d'État en 9 mois pour le Mali. Vous le savez, le président de transition, Bah Ndor, ainsi que le premier ministre Moctar Ouané ont été temporairement placés en détention. Ils ont démissionné, laissant au pouvoir le nouvel homme fort, le colonel Assimi Goïta. Depuis, le pays se trouve menacé d'un isolement international croissant. Après la CEDEAO, l'Union africaine a aussi décidé de suspendre le pays de ses instances, et cela jusqu'à ce qu'un régime constitutionnel civil soit remis en place. Des élections doivent se tenir en février. En Éthiopie, un consortium mené par Safaricom et Vodafone a gagné l'appel d'offres pour la nouvelle licence de télécommunication. Mais cette victoire pourrait être contrariée, en cause la décision de l'Agence américaine de développement de suspendre son aide à l'Éthiopie en raison de la crise du Tigré. Un prêt de 500 millions de dollars pour l'achat des équipements liés à la licence et sur la sellette. Nous restons en Éthiopie, un pays connu pour la qualité de son café. Environ 95% de la production est d'origine biologique et ces dernières années, son prix a sensiblement augmenté. Il faut dire que le pays où plus de 15 millions de personnes vivent de cette culture a longtemps bataillé avec les lobbies internationaux pour faire reconnaître la spécificité de son café et obtenir une meilleure rentabilité. Et il y est arrivé, comme l'a constaté Pauline de Chassé dans ce reportage. Chaque minute, près de 14 millions de tasses de café sont consommées sur notre planète. Second marché mondial derrière le pétrole, la petite graine noire représente des enjeux économiques et sociaux très importants. Pour les États, les groupes industriels, comme pour les populations. 125 millions de personnes vivent de la caféculture. Ici, en Éthiopie, ils sont plus de 15 millions. Et si le café constitue 60% des exportations, c'est d'abord une véritable tradition culturelle. Nous consommons à peu près 50% du café que nous produisons. Ce n'est pas le cas pour le Kenya, la Tanzanie ou l'Ouganda, où l'on consomme surtout du thé. Traditionnellement, les Éthiopiens prennent leur café à la maison. Ils le dégustent lentement, entre amis ou en famille. Les graines vertes sont torréfiées, puis infusées à plusieurs reprises par la maîtresse de maison.
Rien à voir donc avec un café servi par une machine. Chez soi ou à l'hôtel, ce n'est pas pareil. Le meilleur, c'est à la maison. Kaldis Coffee a ouvert son premier magasin il y a 15 ans. Sedai Asrat, sa propriétaire, rêvait alors d'ouvrir ici, à Addis Abeba, un Starbucks. Ces échoppes à la mode en Occident où l'on sert des cafés du monde entier. Face au refus de la multinationale, elle a ouvert Kaldis Coffee où elle sert exclusivement du café éthiopien. Ici, les menus, les logos, les uniformes des serveurs ainsi que la décoration sont des copies conformes de la célèbre chaîne Starbucks et pourtant... C'est assez unique en son genre. J'aime la déco et tout le reste. Le macchiato est beaucoup mieux dans les cafés parce qu'ils ont une machine et le goût est meilleur. Ce n'est pas évident de faire un macchiato à la maison. Aujourd'hui, le café éthiopien est en quelque sorte devenu une cause nationale défendue par les autorités comme par l'ensemble de la population, une réponse au jeu des multinationales. Nous nous exprimons pour introduire des pratiques globales plus équitables, pour limiter le gâchis et lutter contre la misère dans le monde. La crise du café de 2002, provoquée par une surproduction mondiale, a créé une mobilisation des ONG en faveur du café éthiopien. Une campagne internationale est menée avec succès par des associations comme Rainforest Alliance, Fairtrade et Oxfam pour remettre en cause les lois du marché mondial. Ils ne paient pas un prix raisonnable aux producteurs. D'ailleurs, ils pèsent sur le marché. S'ils décident de ne plus acheter ce café, il n'y a pas de marché alternatif. Pour échapper aux fluctuations des cours du café des bourses de New York et de Londres, les professionnels de la filière ont décidé de réguler leurs propres stocks. Quand les cours baissent, on stocke et quand ils sont en hausse, on vend. Mieux, en garantissant une très haute qualité, les Éthiopiens ont réussi à bénéficier de prix attractifs et stables. Des milliers de sacs remplis de grains sont stockés dans un immense hangar. Le café est trié, lavé, goûté pour être envoyé enfin par camion direction Djibouti, vers l'Europe, l'Amérique ou encore le Japon. En Zambie et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il existe un marché du coton et du cacao. C'est le même problème ailleurs en Afrique. Il y a tellement de pratiques injustes dans l'économie mondiale. Il s'agit de matières premières et du marketing. L'Afrique est en faveur d'un marché plus équitable. C'est une question très importante qu'on doit soulever pour les pays en voie de développement. Comme le coton ou le cacao, le café est une matière première essentielle pour la lutte contre la pauvreté. Il représente un potentiel de devises importante, mais surtout, il fait vivre des millions de familles. En Éthiopie, la mobilisation contre les grands trusts à laquelle on assiste semble déjà porter ses fruits. C'est une vraie lutte, puisque nous devons convaincre les multinationales qu'il faut augmenter le prix du café tout court. C'est le problème avec tout commerce global et pas uniquement avec Starbucks. Les lois du commerce international sont injustes. Les produits exportés sont achetés pour rien et vendus très cher dans les pays du Nord. Mais en 2006, la société américaine Starbucks et le gouvernement éthiopien se sont finalement mis d'accord sur la distribution, la commercialisation et la concession sous licence des désignations de café de spécialité d'Éthiopie. Une grande victoire pour les cafés fins Ara, Yirgacheffe et Sidamo. La stratégie gouvernementale a réussi à gagner son pari, éduquer le public international et accroître la popularité du café éthiopien avec des résultats très positifs sur les exportations et les revenus. Une belle revanche pour les producteurs de café éthiopiens. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le groupe bancaire kényan Equity a de grandes ambitions en Afrique centrale et notamment en République démocratique du Congo.
Selon son président James Mwangi, le nombre de clients du groupe, qui est déjà présent dans 7 pays africains, pourrait bientôt se rapprocher des 100 millions. Pour avancer ses pions en RDC, le groupe bancaire a déjà acquis l'an dernier une participation majoritaire dans la Banque commerciale du Congo. Et justement, cette démarche d'Equity Bank au Congo laisse-t-elle présager une consolidation du secteur bancaire en Afrique ? Comment les banques africaines vont-elles répondre aux incertitudes de l'après-Covid ? Pour répondre à ces questions, je suis rejointe par Henri-Claude Oyima, le PDG du groupe bancaire BGFI, dont le siège est au Gabon. Henri-Claude Oyima, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Tout d'abord, comment votre groupe résiste-t-il à l'impact de la crise Covid ? Je pense que la Covid ne doit pas être un handicap pour nous banquiers. Je considère que ça doit être plutôt une opportunité pour nous réinventer, une opportunité pour refaire les choses de manière nouvelle. C'est un cycle pour nous qui doit commencer. Et quand un cycle commence, on ne doit pas être nostalgique du passé. On doit maintenant réécrire une nouvelle page. Et c'est comme ça que nous comprenons au niveau de notre groupe, c'est de réécrire une nouvelle banque, c'est de nous réinventer pour mieux satisfaire notre clientèle et oublier la nostalgie du passé. Mais vos établissements font-ils face à beaucoup d'impayés ? Ces impayés ne sont pas du fait de la mauvaise gestion de ces entreprises. Donc on ne peut pas reprocher à ces entreprises d'avoir des impayés puisque la situation était à l'arrêt. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que les États lancent des plans de relance, excusez-moi la tautologie, qui soient cohérents et qui permettent de garantir à toutes les entreprises, à toutes les parties prenantes de chaque économie, un rebond, une confiance totale dans l'économie nouvelle. Vous attendez-vous à une hausse des taux d'intérêt qui pourrait handicaper les prêts ? Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est de trouver les ressources nécessaires pour accompagner nos entreprises qui en ont fortement besoin. Ces entreprises ont fortement besoin à la fois de la trésorerie à court terme, mais plus la trésorerie à moyen terme pour accompagner les projets nouveaux. Pas les projets anciens, mais les projets nouveaux qui créent de la croissance, des projets qui permettent d'assurer un développement, un bien-être pour nos peuples. Donc, la problématique pour moi aujourd'hui, ce n'est pas le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt va s'ajuster nécessairement avec le taux de croissance qui sera observé ces prochaines années. On voit actuellement certaines banques chercher à gagner du terrain en entrant dans le capital d'institutions concurrentes. Est-ce le début d'une concentration du secteur bancaire africain ? Moi, je milite pour que les banques puissent se concentrer pour avoir des instruments qui soient beaucoup plus solides et qui permettent de répondre de manière pérenne aux besoins de nos économies. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que pour un oui ou pour un non, nos entreprises ou nos États aillent solliciter le financement à l'extérieur, alors que nous avons dans nos pays des instruments qui peuvent accompagner de manière pérenne ces entreprises, ces États. Donc je milite vraiment fortement pour que nos régulateurs puissent nous accompagner, pour que nous puissions avoir des institutions et des banques fortes en termes de concentration de portefeuille, en termes de concentration de fonds propres, je veux dire, et d'élever ce niveau pour que nous puissions accompagner toutes les parties prenantes dans nos différents environnements. Henri-Claude Oyima, merci. Ils sont moins connus que leurs collègues occidentaux, tournés en héros de la littérature et du cinéma, et pourtant ils existent. Je veux parler des espions du continent. Les James Bond africains sont habituellement engagés dans le renseignement, mais aujourd'hui l'Afrique du Sud veut leur demander d'en faire plus sur le front économique, et ceci en soutenant l'expansion internationale des grandes entreprises du pays. Les groupes sud-africains MTN et Sasol pourraient être les premiers concernés par cette initiative. 3% seulement, c'est le taux encore très bas de pénétration du marché des assurances en Afrique. Le premier obstacle au développement est bien entendu la part considérable du secteur informel dans l'activité économique. Mais les assureurs africains entendent bien renverser la tendance en misant sur leur connaissance pointue du terrain local. Regardez.
Depuis les indépendances des années 60, le marché de l'assurance en Afrique s'est considérablement développé. D'après la FANAF, la Fédération des assurances africaines de droit national créée en 1976, le chiffre d'affaires du secteur est passé de 22 à 68 millions d'euros aujourd'hui en termes de primes. Dans nos pays, il n'y avait que des agences, des filiales des grands groupes français. Mais la plupart des sociétés se sont transformées en sociétés de droit national avec le capital, le siège, ainsi de suite, qui se trouvait dans nos pays. Et je crois que la FANAF a beaucoup favorisé. C'est justement cette organisation qui a permis la croissance que l'on connaît aujourd'hui, avec une préoccupation majeure, africaniser l'assurance et faire émerger des compagnies et des cadres africains qui ont pris peu à peu la place des grandes sociétés européennes héritées de la colonisation. L'enjeu était de mobiliser l'épargne pour financer les économies des jeunes États indépendants. Les initiateurs des projets de la FANAF, qu'ils soient sénégalais, ivoiriens, gabonais ou congolais, étaient à la tête de sociétés nationales d'assurance qui n'avaient pas d'appui en dehors de leur pays et qui avaient besoin de s'adosser. Et ne pouvant pas compter individuellement, elles ont pensé qu'en se mettant ensemble, elles devenaient une force un peu plus appréciable que si elles restaient chacune dans son secteur, dans son pays. Et on connaît aujourd'hui les résultats de cette stratégie, mais on est encore loin du compte. On estime à plus de 50% le pourcentage de la population active encore non couverte par les assureurs. Le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays il est encore très faible. Hein. Il est entre 1 et 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières à assurer. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas encore assurés. La FANAF accompagne depuis 40 ans ses membres dans le développement du secteur en plein bouleversement. Elle agit aussi en tant que lobby pour faire évoluer la législation. Dans les années 80, l'association professionnelle a plaidé par exemple pour une approche africaine de l'indemnisation des risques corporels, de santé, des victimes d'accidents de la circulation. Et les pays vont adopter des lois qui instituent des barèmes mieux adaptés au pouvoir d'achat des assurés. Agitateur d'idées, l'organisation ambitionne aussi d'être un collecteur d'épargne au profit du continent. Il faut que nous collectons beaucoup d'épargne pour pouvoir peser lourdement sur le financement de nos économies. Faire en sorte que les Africains ne dépendent pas surtout de la Banque mondiale, du FMI ou de l'Occident pour financer certains projets. Je pense que si on dote l'assurance africaine d'un cadre réglementaire et fiscal adéquat, on pourra collecter beaucoup d'épargne qui pourra servir au financement de tous ces projets qui permettront à l'Afrique d'être émergente. Ce potentiel aiguise l'appétit des grands groupes internationaux comme AXA ou Allianz, présents dans une dizaine de pays du continent. Face à ces nouveaux enjeux, l'assurance africaine cherche à tirer parti de la transformation numérique pour se réinventer avec de nouveaux produits. Le premier de ces produits, donc, ça devrait être des produits qui puissent être commercialisés par le digital. Par le digital qui commence par l'ordinateur, qui se prolonge par les smartphones, qui se prolonge par les tablettes. Et ça nous ouvre un horizon qui est quasiment infini. Infini en termes d'offres, infini également en termes de demande, parce que les attentes de nos assurés sont de plus en plus importantes. Et pour satisfaire ces attentes, nous n'avons plus le temps. Les assurances accompagnent aussi les grands projets d'infrastructure du continent. Mais il s'agit d'investissements lourds qui exigent de la part des compagnies d'assurance de solides capacités pour apporter une couverture tout risque. Et à défaut de ces garanties, ce sont des géants de l'assurance non africains qui sont généralement préférés par les maîtres d'œuvre pour mettre leurs investissements à l'abri de tout sinistre. Essayer quand même de faire respecter la réglementation. Moi, je n'ai rien contre certaines sociétés qui interviennent dans les infrastructures en Afrique. Mais malheureusement, elles contournent la législation. Elles ne sont pas du tout assurées sur place. C'est pourquoi les gouvernements africains renforcent progressivement les exigences réglementaires ainsi que de fonds propres des compagnies d'assurance. Une fois leur solvabilité garantie, elles pourront mieux se mesurer à la concurrence internationale et exploiter leurs forces, la connaissance du terrain. Par exemple, avec l'élargissement du champ de l'assurance à la protection des populations rurales
et des récoltes et à la modernisation de l'agriculture. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi celles et ceux qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 552. Tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent. Bonne chance à vous. Première question. Le scandale du Covid-Gate au Cameroun porte sur la somme de 180 milliards de francs CFA, 120 millions de francs CFA ou 80 millions de francs CFA. Deuxième question. Quel est le chiffre d'affaires du secteur des assurances en Afrique? 22 millions d'euros, 68 millions d'euros ou 94 millions d'euros. Vous connaissez les réponses. Vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 552. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 548. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Combien le Douala Grand Mall reçoit-il de visiteurs par jour? Réponse 10 000. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un apatam au Togo? Réponse, une tente. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.